Le ministère de la Culture m'a dit que je pouvais aller où je voulais dans le monde, qu'il m'offrait un voyage et une étude pour compléter les miennes. Il arrive qu'une fois dans sa vie qu'on vous appelle en vous disant on t'offre un voyage où tu veux dans le monde. Et j'ai fait évidemment. Et j'ai choisi le Pakistan, ce qui a sidéré tout le monde. Sauf que j'avais l'Inde, avec toute la culture indienne avec les Pakistanais, j'avais toute la culture afghane avec les réfugiés afghans, 2 millions à Peshawar, une rue entière avec que des musiciens, des chanteurs, des instruments. Et en plus, il y avait la guerre, et je voulais. Ça m'intéresse. Quand on va pas entre les gens, ça m'intéresse. Je comprends pas. Donc je vais voir. C'est extraordinaire, c'est qu'on rencontre que des gens qui ont raison. Ouais. Et je joue sur mon sistre de la musique afghane. Mon robot n'est plus en état, ça m'intéresse de jouer sur ces instruments-là, parce que c'est des instruments qui le permettent, mais les Afghans et les Arabes andalous, ils adoraient que je joue mon sistre dans leur musique. Et ça, les Indiens, toute la culture indienne, ils ont pris tous les instruments occidentaux, en plus des leurs, le violon, la mandoline, le saxophone, même le piano à queue, des ragas sur le piano à queue. Ils n'ont aucune limite. Donc, musique afghane sur sistre médiéval. Sur le mode de la liberté, le mode Béravi. C'est le mode qui a donné, qui a permis aux gitans, qui avaient ce mode-là, venant d'Inde, ils ont créé le flamenco sur ce mode-là. Scène où je me suis produite quand j'étais encore étudiante, pas du tout en musique, en lettres modernes, et je faisais partie d'une troupe de théâtre universitaire. On jouait des tragédies au grec ancien, et je faisais partie du chœur, et je chantais donc en grec ancien sur cette scène. Et ensuite j'ai rencontré Elena, Eliane, à qui j'ai proposé, quand je me suis mise à chanter, plus que je ne faisais du théâtre, j'ai arrêté le théâtre depuis. J'avais proposé un spectacle, et c'était un spectacle de musique gréco-turque, les chants communs au grec et au turc.
Geçti güzel, geçti güzel, leleyleme. Sen misin, alemin derindesin, o kadar güzel misin, ey dofandak doluni, demde şöyle, adını ben beğenirim, o da olsun meşhule de dokleri, sen misin, alemin derindesin, o kadar güzel misin. C'était dans un pays gouverné par un sultan, un juif pauvre qui s'appelait Shlomo. Et Shlomo avait de nombreux enfants, il ne savait pas comment nourrir ses enfants. Et il en avait assez de les entendre geindre, de les voir se tenir le ventre. Ça lui tordait le cœur à chaque fois. Alors un jour, il a mis son manteau sur ses épaules, son vieux manteau, et il a quitté sa maison en se disant « Je ne rentrerai que quand j'aurai de quoi nourrir mes enfants ». Et il a marché droit devant lui, il a serpenté à travers les faubourgs de la ville. Il est arrivé dans un quartier qu'il ne connaissait pas, et là, il a vu une file de gens qui faisaient la queue devant une boulangerie. Et lui, qui n'avait pas d'argent en poche, eh ben, il s'est mis à faire la queue aussi. Et à chaque client qui était servi, tout le monde avançait d'un pas vers la caisse. Et lui, à chaque pas qu'il faisait vers la caisse, il se disait « Comment est-ce que je vais justifier ma présence ?» Et à un moment, il est arrivé devant une miche de pain toute dorée, un pain chaud. Dans cette miche dorée, il a vu ses enfants affamés. Et là, sans même réfléchir à ce qu'il faisait, il a attrapé le pain, il a glissé sous son manteau, il a voulu partir, mais un client l'a retenu, a appelé le boulanger a appelé le chef des gardes. Le chef des gardes est arrivé avec 4 hommes, direction la prison. Pour que la graine pousse, il fallait qu'elle soit plantée en terre par la main d'un homme qui n'a jamais volé de sa vie. Est-ce que je peux t'assurer, moi, que la condition a été remplie? Le sultan se tourne vers son trésorier. Qu'as-tu à répondre à cela? Et le trésorier pâlit. Au sultan, c'est vrai que il y a 2 ans, j'ai marié mon fils. Je devais faire un mariage digne de son rang, et je devais l'établir dans une grande demeure, digne de son rang aussi, et malgré le salaire, le grand salaire que tu me donnes, je n'avais pas assez, et j'ai dû emprunter dans les caisses de l'État, et depuis 2 ans, je n'ai pas encore rassemblé tout l'argent pour te rembourser, mais au sultan, dans 2 mois, tous tes comptes seront à jour. Voilà, je suis encore une fois très très ému ce soir, d'autant plus que c'est un passeport, donc c'est une ouverture. C'est un moyen sous lequel on fait connaissance. J'espère que ce sera une forme de faire connaissance à travers la musique. Et l'Albanie, comme beaucoup de gens le savent, n'est pas officiellement au Moyen-Orient, parce qu'elle se trouve en Europe. Bien sûr, c'est un pays méditerranéen européen. Mais la musique que vous avez écoutée ce soir, c'est vraiment une musique que je considère orientale. En tout cas, peut-être la musique la plus orientale de l'Europe, avec quelques chants grecs ou quelques chants de Russie. Parce qu'il s'agit de musique basée sur les modes, sur les makams, qui sont des stations de l'âme, où dans chaque makam, l'âme dévoile ses secrets, dévoile ses parfums, ses saveurs. Et donc je vais commencer par un taksim, une improvisation dans le makam Hijaz, qui est le makam le plus connu des musiques orientales, suivi par un petit peshref, qui est un prélude. On retrouve aussi bien dans la musique classique iranienne, qu'on appelle pishro, que dans la musique ottomane, et qui va jusqu'au Balkan.
aşka vereniz bu Alors, bonjour, Bonjour, namasté. namasté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez pensé de ce spectacle? Écoutez, je suis venu pour la première fois pour cette émission Passeport au Moyen-Orient. Et c'est tellement riche qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Des instruments de musique, à part les artistes. Et l'atmosphère est tellement spirituelle. C'est vraiment quelque chose qui me fait bouger ma peau. C'est tellement sensible. Même si on ne connaît rien de la musique, ça vous imprègne à voyager un lointain. Dans ces quelques heures de voyage, vous voyez le visage, comment ça change. On est vraiment touché par cet événement. J'espère que ça va apporter des inconnus de musique qui viennent ici pour au moins initier. Un appel. Un appel pour un goût de musique. Ouais. C'est ce qui manque dans le monde de la société. On est tellement digitalisé qu'on écoute de musique instrumentale par électronique, mais pas le vrai instrument. Et c'est ça la vie. Donc venez plusieurs personnes participer à cet événement parce que c'est unique. C'est un petit établissement, mais il est très très riche culturellement. Voilà, c'est ce que je C'est pense. le message que vous voulez passer. Venez. Je veux que la France fasse plusieurs émissions comme ça pour les petites populations qui n'ont pas l'accès, qui peuvent venir ici facilement et participer, initier, s'enrichir et à plus partager. Voilà. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Ah, moi j'ai adoré, il y a des artistes que j'avais eu l'occasion de voir au moment des captations, notamment le dernier. Et c'est un registre que je connaissais pas du tout. Et du coup, je pense que je vais revenir parce que c'est des musiques, des sonorités très différentes. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, cette idée de passeport pour le Moyen-Orient. Et si vous aviez un message à passer à ceux qui ne connaissent pas le Mandapa, vous leur diriez quoi? Que le Mandapa, c'est une grande institution. Il y a énormément d'artistes qui sont passés par là. Et oui, c'est une petite salle, mais il y a énormément de d'ondes positives, de bonnes énergies. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du spectacle? Alors, la découverte, je connais le Centre Mandapa depuis plusieurs années. C'est un lieu que j'adore. Et l'inauguration de ce passeport Moyen-Orient me touche particulièrement, étant imprégnée par les cultures du monde arabe, notamment l'Égypte. Et je vais soutenir très fortement de tout mon cœur la compagnie El Fage pour ce qui me concerne, avec Dia Raïs Mourad qui viendra spécialement de Luxor en Haute-Égypte. Et puis ce soir, la soirée, j'ai trouvé que c'était formidable de découvrir des gens passionnés qui sont, comme l'a dit Milena, qui sont pas forcément leur pays, mais qui s'imprègnent totalement d'un pays, et c'est ça que je trouve vraiment formidable. Et puis de découvrir des instruments qu'on connaît pas, qui sont comment dire, peu connus. Et puis le mélange de la réinterprétation, comme l'a expliqué, il va l'utiliser, cette musique médiévale, il va l'intégrer avec du coup des sons, des tonalités indiennes. Et je trouve que ça permet à un public très large de découvrir des musiques très différentes avec quelque chose de très ludique et de passionnant. Voilà. Et quand vous dites le public très large, justement, pour ceux qui ne connaissent pas le Mandapa, qu'est-ce que vous leur diriez? J'ai entendu qu'il y avait des conteurs et j'ai été passionnée, j'ai été prise comme pourrait l'être un enfant, donc je pense que ça s'adresse à des enfants, je ne sais pas à partir de quel âge, mais assez jeunes. Et je pense que tout le monde, des adolescents, des personnes âgées, tout le monde peut venir découvrir le centre Mandapa et découvrir des musiques du monde et faire une sorte de voyage immobile, un voyage parisien, et pour passer les frontières. Voilà, avec un seul et unique passeport, celui de la musique et du partage, et où toutes les nationalités se mélangent et sans frontières. Voilà. Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons vu votre prestation tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre parcours artistique et musical? Par quoi commencer? Alors, je n'ai pas fait de parcours, je n'ai pas de parcours musical à proprement parler, c'est-à-dire de parcours académique. J'ai appris à chanter en chantant, en fait. J'ai grandi avec les chants de ma famille, parce qu'en fait, je suis une enfant d'immigrés. J'ai grandi en France et mes parents chantaient des chants de nostalgie. Et j'ai grandi avec ces chants-là et je les chantais, ces chants en turc. Mais pour moi, c'était vraiment dans le cadre intime de la maison. Et je pensais pas que ça pourrait sortir un jour de ce cadre-là. Et c'est à l'université, je me suis retrouvée sur une scène de théâtre où j'ai chanté petit à petit. Voilà, ces chants-là sont sortis du cadre intime et j'ai commencé à chanter. C'est au fil de ces concerts au fil des rencontres aussi, que ma voix s'est enrichie. Et quel a été le plus grand rebondissement dans ce parcours? On a vu que vous aviez un instrument. Oui. À quel moment vous avez eu ce rebondissement le plus fort et qui vous a amené justement vers cet instrument? L'instrument est arrivé assez naturellement parce qu'il accompagne le tambour sur cadre, la percussion. On s'en accompagne assez facilement on va pas dire en Orient, mais en Turquie, en Asie centrale, plus précisément. Les chanteurs, chanteuses s'accompagnent de l'instrument et pour renforcer aussi la voix. Et en fait, j'en ai joué naturellement de la même manière que j'ai commencé à chanter. Après, bien sûr, j'ai pris quelques cours, mais je continue de travailler cet instrument. Mais c'est assez naturel, en fait, pour moi, en tant que chanteuse, de m'accompagner d'un instrument percussif. Et celui-ci en particulier, qui est proche de la voix et qui ne dépasse pas la voix, qui accompagne vraiment. Vous pouvez nous rappeler son nom, l'instrument? Celui-ci, cet instrument était un doira. Il vient d'Ouzbékistan, mais c'est la famille des tambours sur cadre et il y en a un petit peu partout dans le monde, de plein de sortes, de plein de tailles, avec des anneaux, sans anneaux, etc. Quand vous êtes sur scène, on vous sent complètement prise par la musique, par toute complètement imprégnée en fait de ce que vous transmettez. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses particulières que ça vient annoncer en vous, dans votre vie personnelle et dans votre vie de tous les jours? Ces chants-là, pour moi, sont un peu comme les chants maternels, comme la langue maternelle, celle qu'on apprend quand on est tout petit. Mais comme je vous disais, je ne pensais pas que ça pouvait sortir de ce cadre-là familial. Et j'ai... en choisissant de devenir professionnelle, parce que ça a été aussi une décision importante, c'était peut-être ça le tournant vraiment, de décider d'en faire un métier ou non, parce que ces chants-là étaient là, effectivement ils m'habitaient, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les chanter sur scène n'allait pas les dénaturer. J'avais peur de ça, j'avais peur de leur enlever de leur spontanéité, de leur enlever de leur authenticité. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais le lien à la terre. C'est ça que je veux dire en parlant d'authenticité. Le lien à la terre, le lien aux émotions, le lien au peuple, aux gens qui ont chanté ces chants les premiers. Ce sont des chants populaires, des chants, on dit brûlés. C'est-à-dire créés sous le coup, créés spontanément sous le coup d'une émotion. Donc, voilà. J'ai décidé d'en faire mon métier. Depuis, je chante et ça me nourrit particulièrement parce que je chante en turc dans ma langue maternelle, dans mon chant maternel, dans mon pays, la France, qui est devenu, le français est devenu ma langue maternelle aussi, j'ai 2 langues maternelles. Et pendant un temps, j'ai enseigné aussi le français et j'étais très heureuse parce que je pouvais faire vivre mes 2 langues. J'enseignais le français, cette langue que j'adore, et je chantais, je transmettais des chants en turc. Et voilà, c'était ça. Je me sentais complète, je me sentais réunifiée. Parce qu'autrement, en tant qu'enfant d'immigré, et
c'est pas évident de trouver sa place forcément, parce que peut-être ça va au-delà de votre question, mais on se sent devoir choisir, alors qu'il n'y a pas à choisir. On est riche de toutes les cultures, de tout ce qu'on peut avoir dans notre vie par nos familles, par les différentes branches de la famille, par les endroits où on habite, par les gens qu'on côtoie. Donc voilà, ça me nourrit au quotidien déjà parce que ça a fait le lien, ça m'a uni complètement. Et aussi, c'est très important pour moi parce que ça m'unit, j'essaie de le dire bien. Ça Ça unifie. me nourrit aussi au quotidien parce que ça fait le lien avec cette terre d'origine, la terre de mes ancêtres, qui sont pas si loin parce que j'ai encore toute ma famille en Turquie, mais mon pays, c'est ici. C'est ici que je fais mon nid. Donc voilà, c'est un lien. Et comme l'arbre a ses racines quelque part, moi j'ai ma racine là-bas, et puis les branches, et puis les graines, et puis voilà, ils sont ici. Alors, vous avez joué là tout à l'heure pendant le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre instrument, nous dire depuis combien de temps vous jouez? L'instrument, il s'appelle sharki. Sharki qui veut dire en arabe l'oriental. C'est un instrument d'origine d'Albanie, lequel je le joue depuis une dizaine d'années. Je suis également guitariste. Et c'est un instrument qui a des origines effectivement orientales, comme son nom le dit, et qui s'apparente beaucoup aux instruments de l'ère des Balkans, comme le bouzouki en Grèce, c'est connu, comme le saz en Bosnie, et comme le saz turc, et ça va jusqu'au dans le monde moyen-orient oriental, notamment dans le monde persane, avec le setar en Iran. Merci. Et vous jouez depuis combien de temps? Alors la musique, j'ai commencé il y a longtemps, il y a 37 ans maintenant. Mais la musique traditionnelle, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, oui. J'ai plutôt fait des musiques d'Albanie, oui. Et dans votre histoire musicale, vous faisiez quoi avant? Vous étiez sur un autre instrument? Voilà, comme je dis, je jouais de la guitare, du piano, du violon, principalement la musique classique, un peu de jazz, un peu de rock, musique du monde improvisée, oui. Et qu'est-ce que vous pensez du mandapa? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le mandapa? Mandapa, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, c'est vraiment une histoire d'amour avec Mandapa. C'est un lieu, vraiment, je dirais que c'est le lieu des amoureux des musiques traditionnelles. C'est un lieu où ce que j'ai beaucoup apprécié dès la première fois où j'ai joué, il y a maintenant 8 ans, c'est que, en fait, c'est un lieu où le cadre se crée par l'intention de l'artiste, par sa présence et surtout la présence du public. C'est-à-dire que c'est un lieu un peu dépouillé. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de superflu. Et pour les musiques, en fait, que je présente et que beaucoup de mes amis collègues présentent, c'est le lieu idéal. Parce que du coup, on est dans ce lieu vide, mais qui est très chargé par des générations de musiciens qui ont joué avant nous, de grands musiciens, notamment des musiques d'Asie, mais pas que. Et c'est un lieu, chaque fois que j'ai l'occasion de venir jouer à Mandapa, c'est peut-être parmi les plus beaux souvenirs. Et puis vous nous faites bien vivre parce que avec la traduction en même temps auquel on a le droit, c'est une ambiance qui se rajoute à la musique. Merci, c'est gentil. J'ai commencé à traduire il y a quelques années. Au début, c'était vraiment par nécessité parce que ces chants n'étaient pas traduits en langue française. Et après, en fait, j'ai commencé à y prendre goût. Et parfois même, il y a eu des révélations qui ont été faites parce que le fait de traduire dans une autre langue m'a permis de mieux le comprendre, en tout cas de comprendre certaines subtilités qui sont dans la langue verniculaire, dans la langue d'origine. Et ce soir, ça s'est fait un peu spontanément, mais si vous me dites que c'était bien, vraiment, ça me touche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se passe la transition entre la musique classique dans laquelle vous étiez et pour arriver aujourd'hui à la musique traditionnelle? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. En fait, très souvent, c'est un choc, c'est un moment vraiment bouleversant, tremplin qui se produit pour beaucoup de gens, non seulement pour moi, qui leur fait comprendre qu'ils avaient en eux une dimension enfuie, mais qui soit ils n'osaient pas, soit les conditions intérieures et extérieures n'étaient pas propices pour la faire jaillir, soit il y a d'autres raisons aussi. En tout cas, dans mon cas, c'est plus qu'une transition musicale, j'aurais envie de dire c'est une transition en fait spirituelle. Parce que quand j'ai pris conscience que c'est des musiques de transmission, musique d'héritage, c'est musique orale,
j'ai pris conscience du rôle que j'avais moi-même, déjà à commencer à les aimer, à devenir amoureux de cette musique, que j'étais déjà un peu, mais à force de les jouer, on a un amour intime qui s'installe, et aussi du rôle d'intermédiaire, effectivement, de transmetteur, pour que cette transmission s'inscrit dans une trajectoire. Et il y a beaucoup de gens qui ont écrit, pas forcément dans cette musique qui est peu connue, parce que l'Albanie reste un petit pays, mais dans les musiques du monde. Donc il y a beaucoup de grands ethnomusicologues. Mais il y a certains qui sont aussi musiciens, qui à la fois vont jouer ces musiques, vont essayer de transmettre la passion pour cette musique, leur propre état intérieur, et qui vont essayer d'expliquer. Et donc je trouve que dans cette double appartenance, à la fois en tant que musicien et puis en tant que quelqu'un qui va transmettre cet héritage, on trouve une place qui est une place très importante en Occident de nos jours, parce qu'on se rend compte que c'est toute une tradition qui va derrière, parfois dont on connaissait rien, ou très peu, et qui nous ouvre une fenêtre sur d'autres traditions qui seraient liées entre elles, et ça crée un nouveau monde auquel on n'avait pas prêté attention jusqu'à là. Et qu'est-ce qui pourrait être un atout à ceux qui voudraient aller dans cette direction-là et dans cette transmission? Qu'est-ce qui pourrait être un atout pour eux? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à ça? Ça aussi, c'est une très bonne question. Je pense que l'atout, peut-être l'atout le plus important, à mon sens en tout cas, c'est la sincérité. C'est que si on entend quelque chose d'intérieur, si on a vraiment une conviction, si on a vraiment un choc, un moment clé qui se produit, il faut pas avoir peur. Il faut pas dire que voilà, j'étais cloisonné dans un monde de fer qui m'a pourtant aidé à arriver jusqu'à là, mais je dois me décloisonner de par moi-même. Donc je dois écouter cette voix pour être sincère à moi-même, et peut-être je peux sortir des choses soit de ma tradition d'enfance. Je pense par exemple en France, il y avait des chansons traditionnelles dans toutes les régions de France, des comptines, qui de nos jours on entend malheureusement très peu et puis qui sont très peu transmises, mais dans certaines régions de plus en plus, en même temps heureusement, je pense à la Bretagne, au Pays Basque, la Corse, etc. Et ça permet à chaque artiste d'avoir une connexion avec son propre héritage, parce qu'on a tous un héritage en quelque sorte. C'est rare de pas avoir d'héritage. Parfois il est caché comme la graine, qui est cachée par la terre, mais on doit justement l'arroser. On doit enlever les petites mauvaises herbes. Et en arrosant petit à petit, comme le conte qu'on a écouté ce soir, cette graine peut jaillir, elle peut devenir en fait une fleur. Et cette fleur, comme tout à l'heure j'ai expliqué, ça sera en fait un arôme, un parfum en plus dans ce jardin. Donc on a vraiment besoin, je pense, de plus en plus d'artistes. Déjà, ça c'est une nécessité, l'art, mais de plus en plus, à mon avis, qui vont trouver leur propre voie et qui vont pas avoir peur à un moment donné de lâcher prise, de lâcher l'emprise sur quelque chose qui pourtant les a forgés, mais qui peut pas forcément les amener à un nouveau possible. Et pour être dans ce nouveau possible, cette sincérité, c'est cette quelque chose en fait qu'on a tous. Et là, c'est un élément très important, ouais, la sincérité. Suivre en fait sa voix, suivre vraiment ça. Moi, j'ai compris quand j'ai commencé à faire cette musique que j'étais fait pour ça. Pourtant, quand j'étais jeune, quand je faisais mes études en Albanie, on me décourageait de faire ça parce que c'était pas considéré comme musique d'élite. Malheureusement, on avait mis une hiérarchie de valeurs. Oui. Et c'est c'est les humains comme nous qui l'ont mis. Et puis je pense que moi, le premier, et beaucoup de gens comme moi, au bout d'un moment, à force d'écouter des musiques, on a saturé en fait. C'est toujours le même qui revient. Et puis beaucoup de gens n'ont pas forcément envie d'avoir juste le côté spectaculaire de la musique, donc le côté technique. Ils ont besoin aussi d'avoir en fait des espaces nouveaux. Et donc du coup, les musiques traditionnelles gardent la mémoire vivante. Parce qu'elles s'inscrivent en fait dans une pensée qui n'est pas forcément une pensée linéaire horizontale, qui est aussi horizontale, mais qui est avant tout une pensée habitée et nourrie par la descente verticale, par l'inspiration en fait, par la transcendance, par quelque chose qui nous dépasse, dont on peut pas difficilement trouver des mots. Et c'est à ce moment-là, justement, quand il y a ce choc spirituel, cette remise en question, cette conscience qui nous fait voir les choses peut-être différemment, que l'horizontalité va être nourrie par cette verticalité. Et pour terminer, dans les musiques traditionnelles,
il y a dans Mandapa est une scène par excellence, il y a un potentiel d'avenir inimaginable. Parce que, en fait, elles sont jamais anciennes, en quelque sorte. Du fait que chaque fois, elles sont perpétuées, elles sont mises au goût du jour, elles s'adaptent à un lieu. En adoptant et adaptant des éléments venus d'ailleurs, en fait, elles nous montrent des voies possibles que tout musicien peut adapter et peut explorer. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous jouez et ce que ça vous apporte dans votre vie? Depuis combien de temps je joue? Oui. Depuis ma naissance. Dans ma famille, on commence tous depuis... La musique fait partie de notre vie entièrement, toute la famille. Voilà, je suis une famille musicien classique et je suis né au Maroc et tout notre environnement en dehors de la musique classique, c'était toutes les musiques traditionnelles et on vivait, pour nous c'était un naturel, quoi. Voilà. Et comment se fait l'initiation? D'abord en famille, à la maison, puis après, je suis allé finir mes études, j'ai commencé avec mon oncle, avec mon père et puis après, j'ai rencontré un maître en Algérie qui était réfugié politique, un professeur de Madrid, de guitare classique, donc j'ai étudié avec lui. Puis après, j'ai fini mes études à Paris avec Jacques-Florent Wittmann, vraiment en guitare classique, quoi. Et Maria Civetaro pour la mandoline. Voilà, c'était ça mon départ. Et je me prédestinais à une carrière de chef d'orchestre, compositeur, soliste. Voilà. Et j'ai viré, comme je t'ai raconté tout à l'heure, en plus parce que je n'arrête pas ce que je fais déjà. Mais vers l'Orient, qui était aussi mon origine, et puis pour les causes de la musique ancienne naissante, c'est assez rigolo. Dans les années 68-70, j'ai été embarqué dans les ménétriers, et là, j'ai commencé à fouiller pour comprendre nos musiques médiévales européennes, le lien avec l'Orient, et voilà, et puis ça m'a un peu avalé. Voilà, et puis j'ai fréquenté beaucoup les Arabes, les Persans, les Indiens, et les Scandinaves aussi, enfin tout grand périmètre autour de nous qui nous raconte nos histoires musicales. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques grands moments avec le mandapa? Déjà, le mandapa, ça a été la découverte, ça a été... c'est marrant parce que la musique orientale, je la connaissais de famille parce que j'étais du Maroc, etc. Mais l'Inde, je l'ai rencontrée par la musique contemporaine, la plus extrême. Parce que Jean-Pierre Drouet, grand percussionniste de musique contemporaine, jouait du zarb iranien, c'est par lui que j'ai connu chez Mirani, et il jouait des tablas indiens, élève de Chatourlal, donc frère de Ramnarayan, et ça y est, on était dans les grands maîtres indiens. Donc j'ai rencontré les maîtres indiens par Jean-Pierre Drouet. Et le lieu qu'on a découvert, qui faisait ça, qui amenait des gens d'Inde et les danses et musiques, c'était le mandapa. Donc on est tout de suite venu voir, quoi. Donc moi je me suis puis tout de suite on est devenu amis avec Milena, puis elle m'a demandé de faire des concerts. J'ai beaucoup joué en duo aussi avec chez Mirani, on est le grand maître iranien du zarb, et on est venu faire des concerts ici du coup de plein de sortes différentes, de musique ancienne, de musique traditionnelles, différentes traditions. On a fait plein de trucs. Les cantigas de Santa Maria, on a fait des chants judéo-espagnols, on a fait plein de trucs. Au début, le centre mandapa, c'était vraiment l'Inde. Et petit à petit, Milena a voulu ouvrir parce que faut dire que à Paris et en France en général, il y a des grands musiciens orientaux qui sont venus s'installer petit à petit ou qu'on a découvert qui étaient là. Et le mandapa aussi, il pouvait venir jouer là, quoi. Et puis on en profitait, du coup. Milena est une plaque tournante des liens entre musiciens du monde entier, quoi. C'est assez extraordinaire, parce qu'après elle a ouvert au Vietnam, à l'Extrême-Orient, à la Chine. Donc dans ce petit lieu, on a fait le tour du monde. Super. Merci. Et si vous aviez un message à passer à des musiciens qui seraient susceptibles de venir au mandapa, vous leur diriez quoi? Les musiques traditionnelles, mais aussi dans la modernité, le salon de musique est un endroit où on peut être très près des gens et partager un moment qui n'est pas... La scène est petite, la salle est petite, ça rentre quand même pas mal de monde, mais il y a une intimité qui est tellement musicale et pour la danse, tellement fort, quoi, parce qu'on est avec les gens, on est tout près, on se touche, quoi. Et ça, c'est très important. Et pour son développement personnel, je pense que c'est d'une importance capitale. Quand
Quand vous dites développement personnel, ça serait sur quel niveau? Soit on fait des spectacles très préparés devant un public qui est venu, qui a payé juste pour voir un truc fini et on se quitte, on a bien travaillé, le public est content. Ou alors on se permet des choses dans l'improvisation, dans l'intimité avec le public. Et là, le rapprochement, et puis c'est important de vivre ça. Et c'est ce qu'on vit en Orient, en Afghanistan, avec les Arabes, les Arabo-Andalous, on s'assoit dans le salon et on joue. Et on prend le temps de rentrer au fond des choses, quoi. Voilà. Et pas seulement le superficiel. Ça permet de rentrer, voilà. De s'imprégner, d'aller loin dedans, quoi, le plus loin possible. D'accord, merci. C'est moi qui vous remercie. Milena, vous qui êtes la fondatrice du Mandapa avec votre mari, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous pensez de l'évolution du Mandapa? Eh bien, en quelques mots, c'est difficile. Il a beaucoup bougé depuis le début, mais nous avons maintenu ce qui était notre vocation au départ. Il n'y a pas eu de déviation en cours de route. Nous avions la vocation d'en faire un lieu permanent pour la transmission de la culture de l'Inde, en particulier la danse, aussi la musique et les traditions orales, mais que ce lieu soit ouvert à toutes les cultures de la planète de la façon la plus large possible, voilà, sans qu'il n'y ait, en dehors de toute limitation d'origine, vous voyez, de couleur de peau, de tout ça. Non, voilà. Et cette vocation a été maintenue depuis le début. Et qu'est-ce que vous pourriez nous rajouter par rapport à les moments les plus forts que vous avez pu voir dans cette évolution? Et qu'est-ce qui a été les moments qui ont fait des paliers, en fait? Eh bien, c'est d'abord d'être aidé par le ministère de la Culture et la ville de Paris, d'avoir ces aides qui nous ont permis effectivement d'organiser des événements avec un peu plus d'ampleur que ce que nous pouvions faire, simplement d'accueillir des artistes et des petites formations. Donc on a pu organiser certains événements, travailler avec d'autres organismes, comme par exemple avec le Théâtre du Soleil, faire connaître des cultures de l'Inde, c'était principalement l'Inde, en dehors de la France, de façon internationale. Ça, c'était des moments très forts. Et puis, depuis ces dernières années, nous organisons ces passeports qui sont une étape artistique et en même temps sur les cultures du monde, mais centrée sur certaines cultures, sur un ensemble de cultures. Voilà, depuis ces dernières années, nous pouvons faire chaque année cet événement. Ça, c'est une étape importante. Et c'est une étape pour vous qui fait partie de l'évolution du monde de la danse, ou vous verriez autre chose par rapport à l'évolution du monde de la danse? Ce qui est important, c'est que les traditions que nous présentons, qui sont, ça reste là, nous sommes orientés sur les formes traditionnelles, mais montrer le sens qu'elles ont aujourd'hui et comment ces formes traditionnelles de la musique ou de la danse apportent des germes de création pour ce qui se fait dans le monde contemporain, comment ces cultures sont comprises aujourd'hui, et d'aller au-delà le sentiment qu'on peut avoir parmi les jeunes. Oh, c'est dépassé, ça remonte tellement loin, c'est dépassé. Ben non, justement, nous pouvons voir que les formes très traditionnelles, elles ont des éléments qui sont tout à fait parlants dans le monde d'aujourd'hui. Bien oui, effectivement, oui, je dansais, j'enseignais la danse. Et en fait, quand mon mari a trouvé ce lieu, nous cherchions un lieu où je pourrais donner mes cours de danse sans avoir à courir dans des studios à droite à gauche à Paris. Voilà. Et c'est cela qui a donné
ce lieu a permis de faire beaucoup plus que d'être simplement un lieu pour donner des cours. Voilà, lui-même l'a conçu, c'était une ruine, il a construit le théâtre, c'est devenu, voilà, en fait, ce qui peut-être était un idéal chez lui, parce qu'il était constructeur de maisons, et de construire un théâtre. Voilà, c'est lui qui a dit on va faire beaucoup plus que simplement un lieu où on donne des cours de danse. Voilà, donc ce qui fait, ça s'est fait tout naturellement. Quand on a eu ce lieu, il y a eu 1 an de travaux, nous avons accueilli des artistes, des troupes, des petites compagnies, et automatiquement, ça a fait boule de neige. Voilà, c'est devenu ce que le lieu est aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous avons eu le plaisir d'être invités au Mandapa aujourd'hui et nous sommes en compagnie de Isabelle Anna, la directrice. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci beaucoup. Merci à toi pour cette invitation. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots un historique du Mandapa? Je vais essayer. Et certainement, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, oui, parce que le lieu a été créé en 75 par mes parents. À la base, pour trouver un espace où ma mère pourrait donner ses cours de danse. Et en fait, mon père, qui était entrepreneur, avait vu ce lieu en ruine et en le découvrant, a eu tout de suite une vision beaucoup plus grande, plus large, plus lointaine de pouvoir promouvoir des artistes et donc d'en faire un théâtre et pas seulement un lieu pour des cours de danse. Donc c'est pas du tout réducteur que ce soit un lieu pour des cours de danse, mais le but était aussi de transmettre au public, de faire connaître des artistes, vraiment de faire rayonner les différentes disciplines artistiques, la musique, la danse, le conte, voilà, auprès d'un public. Donc vraiment un lieu de diffusion de spectacles, un théâtre à proprement parler. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes invités donc pour le passeport. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement ce que c'est que le passeport? Alors, ce passeport, c'est déjà, dans notre entendement, c'est un objet qui permet de voyager, d'aller dans tel ou tel pays. Voilà, c'est un petit peu le sésame qui permettrait d'aller découvrir une culture. Et en effet, c'est notre 3e passeport. C'est-à-dire que chaque année, nous portons notre attention sur une culture en particulier. Donc, il y a eu un premier passeport pour le Vietnam en 2018. Puis, on a fait un passeport pour l'Inde qui correspondait avec nos 45 ans d'existence. Donc, on a voulu rendre hommage à l'Inde sur cette année-là. Et puis, c'est tombé un petit peu en même temps que les différents confinements. Donc, on a reporté cette année de passeport pour l'Inde. Et cette année, 21-22, c'est le passeport pour le Moyen-Orient avec... je dirais un Moyen-Orient large, puisque on ne peut pas, ça n'est pas une cartographie délimitée par des frontières, mais plutôt par des courants artistiques, des courants artistiques, des fusions parfois, et des mélanges artistiques. Donc c'est plus dans ce sens-là que vraiment de tel pays à tel pays, et en tout cas sans aucune interférence autre que l'art. Voilà. D'accord. On se porte vraiment sur le côté artistique, identitaire mais artistique. Donc avec des artistes qui ne sont pas forcément originaires de la culture qu'ils représentent, et c'est là aussi le point fort de notre projet, en tout cas, parce que c'est un projet qu'on porte depuis plusieurs années, de promouvoir les artistes français ou non, pas forcément issus de la culture qu'ils représentent et qu'ils vont faire partager au public. C'est ce qui en fait le concept. Moi-même, oui, c'est le concept. Moi-même, je suis française, mais je fais de la danse indienne. J'ai grandi au Mandapa. J'ai été formée sur différents styles de danse indienne.
Et pourtant, je suis française, j'ai absolument rien d'indien. J'ai des origines italiennes, mais je suis partie 9 ans en Inde. Je me suis expatriée. Par contre, j'ai vraiment appris ce style de danse indienne avec énormément de dévotion, et j'essaie de le restituer avec autant d'authenticité qu'on me l'a enseigné. Et je pense être tout aussi légitime qu'une indienne. Voilà. Donc dans cette floraison d'artistes qui vont participer à ce passeport pour le Moyen-Orient, vous avez vraiment, oui, c'est très large. Déjà, ça touche énormément de pays, énormément de styles musicaux, de contes, de musique, de formes artistiques et de formes de différents pays avec des cultures mélangées, parce que c'est très très mélangé, le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui a incité à mettre en place ce passeport? Il y a une idée directrice qui s'est mise au départ, au-delà du fait de faire voyager l'art dans son ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus grand? Sûrement un rêve utopique de bien se connaître les uns les autres et de bien s'accepter, de bien vivre ensemble. Peut-être un rêve utopique, mais de faire tomber les frontières, vraiment de se comprendre dans les traditions des uns et des autres, de comprendre qui est l'autre en face parce qu'il a telle tradition, parce qu'il a tel fond artistique, et communiquer autrement et s'ouvrir. Et concernant les thèmes, est-ce que tu pourrais nous dire, les thèmes, vous les choisissez comment? Enfin, comment ça... Est-ce qu'il y a un événement qui vous donne une idée de créer ce thème, comme là, par exemple, le passeport pour le Moyen-Orient? Non, il n'y a pas eu d'événement en particulier. Non. En plus, c'est les 75 ans d'indépendance de l'Inde, donc ça aurait pu être un passeport pour l'Inde. Donc, on a aussi une saison indienne assez intense cette année. Mais ça ne coïncide pas avec notre passeport pour l'Inde, par exemple. Donc, on a cette programmation indienne qui va être parallèle. Mais le passeport pour le Moyen-Orient, au départ, c'était de vouloir toucher quelques pays, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus large, parce qu'on ne peut pas circonscrire vraiment de tel pays à tel pays. Ça veut dire qu'il y a des restrictions qui serait au-delà de l'artistique, où on viendrait mettre des concepts et des interférences au-delà de l'artistique. Nous, on veut rester vraiment sur l'artistique. C'est vraiment ciblé sur l'artistique. Ouais. Sur l'artistique, sur les traditions, sur... Est-ce que tu aurais un message à passer en tant que directrice du Mandapa, justement, au monde artistique? On a parlé tout à l'heure de tous les artistes qui venaient, et c'est vrai que ceux qui viennent participer à ce passeport, c'est aussi parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous et qu'ils croient dans ces mêmes concepts-là. Oui, je pense qu'on partage les mêmes valeurs sur l'artistique et sur l'identité artistique. Non, c'est qu'on se base sur l'identité culturelle au-delà de l'identité d'origine et du nom qu'on porte ou de là où on est né. C'est pas ça. On se construit. On est né quelque part, mais on se construit. Isabelle, nous te remercions pour cette invitation au passeport du Moyen-Orient, au Mandapa. Merci de nous avoir reçus. Et avec plaisir. Retrouvez ce Hit Culture prochainement sur aimerdansavenue.fr dans Média TV dimanche.